Bonjour, bienvenue à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour cette Fête de la Science 2020. Vous allez suivre un atelier qui s'intitule « Ce que nous raconte le repas des chouettes ». Je m'appelle Mathieu Bassard et je suis animateur à la Soupape Sauvage, une association d'animation nature. Et nous avons réalisé cet atelier en partenariat avec une association de protection de la nature qui s'appelle le GMHL. GMHL, c'est le groupe mammalogique et herpétologique du Limousin. Alors cette association, il y a beaucoup de naturalistes qui sont à l'intérieur et qui font beaucoup de choses pour étudier l'herpétologie, c'est-à-dire tous les reptiles et les amphibiens, et aussi ils font de la mammalogie sur la région du Limousin. La mammalogie, c'est l'étude des mammifères. Et c'est le sujet à quoi nous allons nous intéresser aujourd'hui. Alors les mammifères, vous savez sûrement tout ce que c'est. Quand on les voit dans la nature, on voit des bêtes, des plus ou moins grosses, recouvertes de poils. Et quand ils donnent naissance à des petits, ces mammifères, ils allaitent leurs petits avec des mamelles, des mammifères. Au GMHL, pour les étudier, ça dépend un petit peu de leur taille. Les mammifères sont plus ou moins gros. Là, je vous présente le cerf. Le cerf, vous connaissez sûrement, c'est un mammifère très imposant. C'est un des plus gros mammifères qu'on peut croiser dans nos forêts. Ce cerf, pour l'étudier, c'est-à-dire pour déjà savoir s'il est présent ou pas dans une forêt, dans un petit coin de bois, il va laisser pas mal d'indices de présence. Et on va pouvoir facilement savoir si le cerf est à un endroit ou pas. En ce moment, c'est la période du brame du cerf. On l'entend bramer les mâles à plusieurs centaines de mètres. Et ensuite, quand il est un petit peu énervé, ce cerf il va se frotter sur les arbres et il va laisser plein de traces. Il peut remettre une petite couche en mettant ses petites crottes au pied des arbres et on les reconnaît facilement. Alors ce cerf, grand comme ça, si on le croise, on va le reconnaître, on va savoir. Donc pour l'étudier, c'est pas très compliqué. Mais par contre, si on s'intéresse aux mammifères qui sont beaucoup plus petits, ça va être un petit peu plus compliqué. Voici la petite musaraigne pygmée. Elle porte bien son nom, cette petite musaraigne, parce qu'elle mesure du bout du museau jusqu'au bout de la queue environ 8 cm. Bien mouillée, elle doit peser, allez, on va dire 6 grammes. Donc c'est grosso modo un gros morceau de sucre. Alors, elle ne fait pas de brame, difficile, elle fait juste un petit couinement, donc difficile à reconnaître quand elle fait du bruit. Ses crottes sont minuscules et on va avoir vraiment du mal à savoir si cette petite musaraigne pygmée est à un endroit ou à un autre. Alors il y a plusieurs petites techniques qui peuvent nous permettre d'étudier et de savoir si les petits mammifères, qui sont grands comme ça, sont dans tel ou tel endroit de notre environnement. Pour ça, en fait, on peut les attraper, on peut les capturer, à condition, bien sûr, d'avoir une autorisation de capture, parce que certains de ces petits mammifères, qu'on peut appeler aussi les micro-mammifères, tellement ils sont petits, certains d'entre eux sont protégés. Souvent, ils ont aussi des mœurs nocturnes, ces petits mammifères. Alors, il faut faire ce qu'on appelle des nuits de capture. J'ai avec moi un petit piège à micro-mammifères. Alors, pour pouvoir les attraper et se rendre compte quels sont les mammifères qui sont dans tel ou tel endroit, on va poser ces petits pièges à côté de petits chemins qui font dans l'herbe, au pied des arbres. Ça s'appelle des petites coulées. On met un petit appât, donc soit des petits insectes ou un petit peu de graines. Et ces mammifères sont attirés et puis hop, ils restent enfermés à l'intérieur. Alors il ne faut pas qu'ils restent longtemps parce qu'ils vont être un petit peu stressés à l'intérieur de leur petite cage. Alors régulièrement, pendant toute la nuit, on va relever les pièges et essayer de reconnaître les petits mammifères qui sont à l'intérieur. On les sort, on les met dans un petit sac et avec un petit peu d'expérience, on peut les reconnaître. Mais vous imaginez bien que c'est assez compliqué de poser ces pièges dans la nature le soir. Il faut avoir le droit de le faire et il faut aussi avoir le temps de pouvoir procéder.
Genre, je vous montre un autre petit piège, là, c'est pour la petite anecdote. Ici, celui-ci, vous voyez, il est creux. Alors, c'est un petit piège qu'on place sur le passage d'un petit animal qui s'appelle le muscardin. Donc, un petit animal qui descend très rarement des ronciers, parce qu'il adore manger les petites mûres, ce muscardin. On l'appelle aussi le rat d'or. Alors, pour savoir s'il passe à tel ou tel endroit, eh ben, on met un piège à traces. Dans ce petit tube, on va mettre des petits cartons imbibés d'encre de chaque côté, et au milieu, on lui met une belle petite autoroute en papier blanc. S'il passe à l'intérieur, il se met un petit peu d'encre sur ses pattes, il marche sur le bout de papier et laisse ses traces. Alors c'est assez fastidieux pour pouvoir aussi se rendre compte si ce mammifère est présent à tel ou tel endroit. Pour ce faire, les mammalogistes vont se servir d'un allié très précieux, ce qui est beaucoup plus performant que nous pour attraper des petits mammifères. Vous avez peut-être déjà une idée parce que c'était dans le titre de l'atelier. Voilà, on va se servir de ce superbe oiseau blanc. Cet oiseau s'appelait, avant on l'appelait la chouette effraie, maintenant son vrai nom on devrait plutôt l'appeler l'effraie des clochers. Ce mammifère nocturne, alors ça tombe bien parce que ces petits mammifères qu'on voudrait connaître vivent beaucoup la nuit. C'est un animal donc qui vole la nuit et qui, grâce à son audition très performante, va pouvoir attraper ces petites souris juste en entendant le bruit des petites pattes dans l'herbe. Elle se met sur un piquet comme ça et puis elle entend ce qui se passe. Et dès qu'il y a une petite souris qui passe dans l'herbe, elle va venir l'attraper en faisant son vol dans le plus grand silence sans que sa proie ne puisse savoir qu'elle arrive. Elle en attrape beaucoup, cette chouette effraie des petits mammifères qui nous intéressent. Pendant une saison, si un couple d'effraies des clochers a 4-5 oisillons à nourrir, alors elle peut la faire même 2 fois par an, il peut y avoir 2 nichés par an chez cet oiseau, eh bien, elle peut capturer pendant les quelques semaines d'élevage des jeunes jusqu'à 2000 proies. L'effraie, à chaque fois qu'elle prend une petite souris, un campagnol, une musaraigne, eh ben, elle va la manger en entier. Elle prend la proie, elle la gobe comme ça, en commençant toujours par la tête, parce que c'est dans le sens du poil, et cette petite proie va descendre le long de l'œsophage, va tomber dans le ventre de la chouette, et la digestion va commencer. Mais cette digestion va s'arrêter à un moment. Ce rapace nocturne va avoir du mal à faire disparaître dans son ventre les poils, les petits os et les os des crânes et des mandibules des petites proies qu'elle aura attrapées. Au bout d'un moment, après une belle nuit de chasse, tout ça, toutes ces petites accumulations de poils, d'os et de crâne, elles prennent un petit peu de place à l'intérieur de son ventre. Pour faire de la place, de temps en temps, cette effraie des clochers, cette belle chouette, se met sur un perchoir. Et là où c'est pratique avec cette chouette, c'est parce qu'elle aime bien le faire à l'abri, soit sous le toit d'une église ou dans une vieille grange. Et au même endroit, souvent, elle va recracher tout ce qui lui gêne dans son ventre, les poils, les os, tout ça. Et ça va former une petite pelote de réjection qui va retomber sur le sol. Et à un endroit bien connu des mammalogistes, on va pouvoir trouver plusieurs dizaines de pelotes de rejection. Donc voilà une petite récolte qui a été ramassée. À chaque fois, si on veut faire une petite étude scientifique, il faut quand même mettre, même si c'est un petit bout de papier, les informations importantes du lieu et de la date de la récolte de ces pelotes de rejection. Et bien à l'intérieur de celle-ci, toute celle-là, on va trouver des crânes et des mandibules des petites souris qu'on veut étudier. Avec l'expérience, et c'est ce qu'on va faire maintenant, je vais décortiquer la pelote et on va essayer de regarder un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur de cette pelote. Alors le matériel qui va nous servir à ça,
Je vous le présente rapidement. Il est là. Donc, je vais avoir besoin, pour nettoyer, d'un petit pinceau. Si j'ai besoin de faire le dentiste, eh ben, oui, parce que des fois, il faut enlever les dents, j'ai une petite pince. Et ces micro-mammifères ne sont pas très très grands. Donc, il nous faut une petite armada de loupe pour voir de très très près. De plus, j'ai une loupe un petit peu plus grande, ça s'appelle une loupe binoculaire, dans laquelle on regardera tout à l'heure. Eh bien, je vais commencer la dissection. Alors, ces petites pelotes, il faut savoir quelque chose. Donc, comme elles sortent du ventre de la chouette par la bouche, donc ce ne sont pas des crottes, ça n'a rien à voir. Donc, je peux les manipuler à une petite condition, si on veut. Ça va vous paraître bizarre, mais pour les conserver facilement, en fait, quand on prend une pelote de rejection et qu'on ramasse un lot, comme le lot que je vous ai fait voir tout à l'heure, on peut prendre une vieille boîte et mettre le lot de pelotes à l'intérieur et ensuite passer cette boîte au micro-ondes pendant 1 minute, pleine puissance. Alors ça ne va pas sentir très très bon. Pour ça, la boîte ensuite, elle va servir qu'à ça. Et ça aura au moins la faculté d'enlever tous les petits parasites qui peuvent être à l'intérieur de cette pelote. Ensuite, on met ces petites pelotes dans un sac bien fermé et comme ça, on va pouvoir les regarder quand on aura le temps. Parce qu'il faut un petit peu de temps pour étudier tout ça. Alors, je prends les petits crânes que je trouve, qui sont là, et puis je leur mets une petite brosse. Alors là, les petits crânes, c'est une petite difficulté, parce que les petits crânes ne sont pas accompagnés de leur stricte mandibule. Donc il va falloir, après coup, refaire un petit peu les crânes. Le mieux, c'est de procéder toujours pelote par pelote. Ah oui, parce que si on mélange plusieurs pelotes, vous avez vu là les mandibules qui sont là, et les petits crânes qui sont là, peuvent se mélanger et ensuite, comme il faut regarder la mandibule et le crâne pour savoir à quelle petite bébête on a affaire, il faut essayer de ne pas trop se mélanger les pinceaux. Se servir du pinceau seulement pour nettoyer. Voilà. Alors des fois, ça arrive, on a un petit copain, si on veut, qui nous aide dans la dissection, c'est que il y a un petit papillon qui a l'habitude de pondre ses œufs dans les pelotes de rejection. La petite chenille qui va vivre à l'intérieur de la pelote va être nourrie par tous les poils, et donc elle va enlever beaucoup de poils, et ce qui fait qu'une fois qu'on passe après elle, après cette petite chenille, les pelotes sont beaucoup plus simples à décortiquer. Mais il ne faut pas arriver trop tard parce qu'après, ces pelotes, elles vont plus tenir et on va avoir du mal à savoir quels sont les crânes parce que tout va être mélangé. Les plusieurs dizaines de pelotes vont faire qu'un gros tas. Alors là, il y a pas mal de proies. Je me rends compte que c'est plutôt les mêmes. Alors on va faire un petit peu de ménage. Ici, alors il y a des os qui ne sont pas des petits crânes. Donc il y a des os du bassin. On va retrouver tous les os, même les petits os des côtes des petites souris, on peut les retrouver ici. Mais pour s'intéresser aux petits mammifères, on ne regarde que les crânes et les mandibules. On range bien tout ça. Alors, les côtés gauche avec les côtés gauche, les crânes avec les crânes, là tout est mélangé. Il faut bien être sûr de rien oublier. Ah, il restait encore une crâne. Alors, dans nos soirées pelotes, parce qu'on se retrouve à plusieurs pour étudier les pelotes, parce qu'on a une étude en cours, on se donne un petit record comme ça, et le record vient d'être battu. Une adhérente du GMHL a trouvé 9 proies différentes dans la même pelote. C'était des minuscules petites musaraignes. Donc là, on est parti pour avoir 4 proies environ et à peu près toutes la même. Alors, pour faciliter,
ensuite la reconnaissance, je vais me servir de ça. La pelote, voilà, a été mieux rangée. Donc voilà, une petite mandibule et le crâne qui appartient à la même espèce. Voilà, j'ai mis devant moi 4 proies différentes, 4 familles de petits mammifères différents. Maintenant, pour pouvoir les apprécier, il faut pouvoir regarder donc à une loupe beaucoup plus grande. Je vais prendre ma loupe binoculaire et je vais les mettre dessous. Voilà. Alors cette loupe-là grossit entre 20 et 40 fois. Donc c'est le grossissement nécessaire qu'il faut pour pouvoir voir ces petits détails. Donc là, la mandibule, elle mesure environ un petit centimètre, le crâne 2 ici. Et quand on veut vraiment aller voir l'espèce, il faut pouvoir visualiser des petites choses qui font que quelques millimètres de longueur. Donc c'est pour ça qu'il faut une loupe assez importante. Alors on va regarder sous la loupe ce qui se passe. Voilà. Oh, il y a même des flèches qui sont apparues. Voilà le crâne qui est sous ma loupe. Ici, nous avons en haut un crâne qui a plutôt un aspect un petit peu arrondi. Et dessous, la mandibule. C'est la mandibule du côté gauche. Ce petit crâne, si on l'observe, possède à l'avant, c'est-à-dire à la droite de l'image, deux petites incisives qui sont un petit peu orangées. Derrière, vous avez un petit plateau, là, qui correspond ensuite avec un petit plateau de dents qui est en dessous de la mandibule. Donc ce plateau, ce sont les molaires. Là, elles sont toutes plates. Et entre les molaires et les incisives, ce qui est montré par la flèche blanche, il y a un trou qui s'appelle le diastème. Ici, quand on a des incisives, un trou entre les incisives et les molaires, nous avons affaire à un rongeur. Ce rongeur, là, a des dents un petit peu spéciales. Elles forment un plateau bien plat. Et ensuite, si on regarde, les bords des dents forment des petits triangles. Nous avons affaire ici à la famille de ces animaux qu'on appelle des petits campagnols. Alors, juste avec cette observation, on ne peut pas savoir exactement l'espèce, c'est ce qu'on verra demain. Ce petit campagnol, on peut le reconnaître dans la nature parce que ce petit mammifère a des petites oreilles, des petits yeux, et puis il est plutôt rond, et lui, il rampe plutôt quand il va par terre. Je vais mettre un deuxième petit crâne sous ma loupe. Et nous allons procéder de la même façon pour le deuxième modèle. Je l'installe. Et voilà ce que nous allons avoir. Grosso modo, c'est un petit peu la même chose. Donc, des incisives, derrière un petit plateau de molaires, et entre un espace où il n'y a pas de dents. Mais sauf que les dents, là, si vous regardez la flèche bleue, ne sont pas tout à fait pareilles. Elles possèdent des petites racines. Et les dents ressemblent un petit peu aux nôtres. On dit qu'elles sont globuleuses. Là, nous n'avons pas affaire à la famille des campagnols, mais à une autre famille dans laquelle nous avons des petits mulots. Là, vous voyez un petit mulot sylvestre qui est différent donc du campagnol, déjà juste en regardant ses oreilles, qui sont plus grandes. Il a des yeux un petit peu plus grands. Ses pattes aussi sont un petit peu allongées par rapport au campagnol, parce qu'il se déplace en faisant des petits bonds, ce petit mulot. Ici, c'est un mulot sylvestre. Donc, campagnol, mulot,
Ces deux familles appartiennent à la grande famille des rongeurs. Je vais prendre le troisième petit crâne. Voilà, je le dispose sous ma loupe. On regarde ce que c'est. Ah, ça n'a rien à voir. Là, nous avons un crâne qui est beaucoup plus allongé, beaucoup plus plat. Et vous remarquez que les dents, sont tout le long de la dentition. Devant, alors sur le crâne, il manque les incisives, des fois il manque des dents. Ça arrive, hein, parce que dans les pelotes de rejection, on n'a pas des crânes parfaits. Hein. Vous voyez aussi l'arrière de la tête du crâne est souvent absente. Et tout le long du crâne, donc il y a des petites dents pointues. Là, nous avons affaire à un petit mammifère qui est insectivore, qui mange que des petits insectes, des larves d'insectes, des petits escargots. Chez les petits insectivores, on va les différencier de deux modèles. Soit ils ont le bout des dents un petit peu rouge, comme ici. Donc on va dire que c'est une musaraigne à dents rouges. En fait, les musaraignes à dents rouges ont dans leur émail un petit peu de fer qui colore donc leurs dents en rouge, ce qui leur permet surtout à ce que les dents soient un petit peu plus dures. Il nous reste un petit crâne à regarder. Vous allez sûrement découvrir, savoir si c'est un rongeur ou un petit insectivore. Je le place. Le voilà, ce petit crâne. Donc là, il y a des dents sur toute la longueur de la dentition. Des petites dents plutôt assez grandes et massives. Et là, celles-là, elles sont bien blanches. Donc nous avons affaire à un petit insectivore à dents blanches, une petite musaraigne musette. Là, voilà, en photo, cette petite musaraigne musette. Donc ces musaraignes, c'est des petits mammifères insectivores qui ont donc le petit museau un petit peu plus long. Donc voilà, c'était une petite première étape du décortiquage de pelotes de rejection. Donc nous avons pu voir la différence entre les rongeurs et les insectivores. Je vais vous donner rendez-vous demain pour vous expliquer pourquoi avec l'association du GMHL, on est sur une étude où on est obligé, on s'est donné l'objectif de trouver 40 000 petites proies sur notre région pour être sûr de savoir quels sont les mammifères qui habitent chez nous. Et je vous expliquerai aussi comment on fait pour déterminer une espèce plus particulièrement de ces petits rongeurs et de ces petits mammifères insectivores comme les musaraignes. Je vous dis à demain.